Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours d'échecs que je vais consacrer aujourd'hui au thème de la prise en passant. Alors la prise en passant, c'est une des trois possibilités où les pièces aux échecs se déplacent de manière différente d'habitude. Alors les deux premières, normalement vous les connaissez, vous connaissez peut-être pas leur nom d'ailleurs, mais vous connaissez cette règle. La première, c'est la règle de la promotion. La promotion, je vous le rappelle, c'est quand un pion arrive sur la dernière ligne de son adversaire, donc la 8e rangée pour les blancs et symétriquement la première rangée pour les noirs. Voilà, vous savez que dans ce cas-là, le pion a la possibilité, il a même l'obligation d'ailleurs, de se transformer en dame, en tour, en fou ou en cavalier. Bon, presque toujours on choisit la dame, c'est la pièce la plus puissante. Voilà, donc ça c'est la règle de la promotion. Un pion qui se transforme en une autre pièce, ou assez particulier. Le deuxième coup spécial, c'est le roc. Le roc, quand on y pense, c'est un coup un peu particulier aussi. C'est deux pièces qui bougent en même temps. C'est le seul moment aux échecs où on a la possibilité de bouger deux pièces en un seul coup. Alors, il y a beaucoup de restrictions concernant les règles du roc. Le roi ne doit pas avoir bougé, la tour non plus. L'espace entre le roi et la tour doit être vide. Le roi ne doit pas être en échec. Les cases que doit traverser le roi ne doivent pas être attaquées par l'adversaire. Bon, mais malgré tout, on a cette possibilité. Alors, ces deux règles sont assez connues, mais la règle de la prise en passant, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est aussi une règle du jeu, au même titre que le déplacement des pièces, l'échec et mat, le pat, les règles de match nul, tout ça. Donc, si vous devez disputer, par exemple, un tournoi officiel, vous pouvez tomber sur un adversaire qui vous joue une prise en passant et il aura le droit. Donc, c'est bien de connaître cette règle. Alors, elle ne s'applique pas dans toutes les parties, dans la mesure où il y a beaucoup de parties, on n'a pas la possibilité de le faire. Parce qu'il faut des circonstances assez particulières pour qu'on puisse le faire. Mais malgré tout, il est important de la connaître. Alors, pour comprendre d'où vient cette règle, il faut que je vous fasse un petit rappel, un petit rappel historique. Il faut savoir que le jeu d'échecs, c'est un des plus vieux jeux du monde. Il a plus de 1500 ans d'histoire. Il a été inventé en Inde, vers l'an 500 à peu près, on n'est pas trop sûr, mais voilà, dans ces eaux-là. Et ces règles n'ont que très peu changé depuis donc plus de 1500 ans. C'est à peu près le même jeu auquel on jouait au Moyen Âge à très peu de choses près. Et parmi les choses qui ont changé, ça a changé au XVIe siècle, il y a une règle qui a été modifiée, c'est la règle du déplacement des pions. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut commencer une partie d'échecs en avançant le pion de 2 cases. Quand le pion est sur sa case de départ, on peut le bouger soit d'une, soit de 2 cases. Bon, cette règle, elle n'existait pas au début. Quand le jeu a été inventé, on ne pouvait avancer les pions que d'une case à la fois, un par un. Alors, le problème, c'est que les ouvertures étaient un petit peu lentes. Voilà, je vais vous donner un exemple. Ça donnait lieu souvent à des parties un petit peu poussives au début, comme ça, chacun avance ses pions d'une case, et comme les deux camps sont assez éloignés les uns des autres, les noirs sont sur la 7e et 8e rangée, les blancs sur la première et 2e rangée. Voilà, donc là j'ai joué quelques coups et on a vu qu'il fallait quand même un petit peu de temps avant que les deux armées soient en contact, qu'il se passe quelque chose. Là on peut se dire je peux prendre le pion des noirs, mais les noirs peuvent me prendre comme ceci, comme cela, les dames vont peut-être pas. Il va se passer des choses. Voilà, là il faut commencer à réfléchir en termes de tactique, de stratégie, tout ça. Malgré tout, les premiers coups étaient un petit peu ennuyeux. Donc, il a été décidé d'accélérer l'ouverture en permettant aux joueurs d'avancer leur pion de 2 cases. Maintenant, on a des parties qui commencent comme ça, E4, D5, l'ouverture est scandinave, et dès le deuxième coup, il y a un contact entre les deux armées. Les blancs peuvent prendre, dans quel cas ils se feraient reprendre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, bon, ça donne lieu, il faut réfléchir. Voilà. Malgré tout, c'est important de connaître cette introduction historique pour comprendre cette règle de la prise en passe. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que les blancs jouent ça, les noirs jouent n'importe quel coup, les blancs jouent ça. Les noirs ici ont la possibilité de jouer D5. Donc, si on n'a pas bougé, il est sur sa case initiale, ils peuvent donc l'avancer de 2 cases. Mais on considère que le pion ne va pas sauter au-dessus de la case D6 pour atterrir sur la case D5. On considère que le pion avance, il marche à travers la case D6 pour se rendre en D5. Voilà. Et c'est ici que les blancs ont la possibilité de réaliser une prise en passant. C'est-à-dire concrètement, ils vont prendre un pion de l'adversaire sur une case où il n'y a personne. Assez bizarre quand on y pense, mais c'est comme ça. Ici, les blancs peuvent dire à leur adversaire, tu es passé par cette case D6, certes sans t'y arrêter,
Mais moi, je vais prendre sur cette case D6. Et on a le droit, avec le pion E5, on a le droit de le déplacer en D6, alors même qu'il n'y a personne, et d'enlever le pion D5 de l'échiquier. Alors, je dis on a le droit, on n'est pas du tout obligé. Personne n'est jamais obligé de réaliser une prise en passant. Ici, s'ils le voulaient, les blancs pourraient jouer n'importe quel autre coup, par exemple avec cavalier F3, et si les noirs décident de jouer un coup quelconque aussi, là par contre, les blancs n'ont plus le droit de réaliser la prise en passant. Hein, ça, c'est impossible, c'est interdit. Ils devaient le faire soit tout de suite, soit jamais. Voilà. En revanche, si les noirs ici, bon, c'est au blanc de jouer. Si les noirs décidaient de jouer l'autre pion, le pion F, là, comme les noirs viennent de déplacer leur pion de 2 cases en passant par la case F6, les blancs ont à nouveau la possibilité de décider est-ce que je veux prendre le pion à F6 ou non. S'ils le font, c'est pas forcément d'ailleurs un très bon coup ici. Ils se font reprendre par exemple par cavalier. Le cavalier des noirs, on n'est pas sûr que les blancs aient obtenu grand-chose de cet échange, mais en tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Donc, pour résumer, cette prise en passant, elle existe quand les pions pour les blancs atteignent la 5e rangée et symétriquement quand les pions pour les noirs atteignent la 4e rangée. Quand je suis sur la 5e rangée, ça veut dire que si mon adversaire décide, c'est au blanc de jouer ici, si mon adversaire décide d'avancer un pion de 2 cases, il passe par une case contrôlée en diagonale et le pion peut décider de faire la prise en passant. Symétriquement, si on se met à la place des noirs et que dans cette position, les blancs décidaient de jouer un coup comme B4, les noirs auraient la possibilité, pas l'obligation mais la possibilité, de prendre ici en passant. Voilà. Il faut aussi savoir que cette prise en passant ne concerne que les pions. Bien sûr, les autres pièces, tour, cavalier, fou, dame, roi, ne sont pas concernées par cette règle de la prise en passant. Alors, je vous ai dit en introduction qu'il y avait beaucoup de parties où on ne se servait même pas de cette règle parce qu'il n'y avait pas la possibilité de réaliser des prises en passant. Malgré tout, il existe aussi des parties où c'est une possibilité très importante et qui peut carrément changer le résultat de la partie. Je vais vous montrer un exemple où c'est le cas. Voilà, donc je vous ai mis un diagramme de finale de pions. Les finales de pions, c'est des positions où il n'y a plus que des rois et des pions sur l'échiquier. Et normalement, dans ce genre de finale, le camp qui a l'avantage matériel, même un pion de plus, ça suffit le plus souvent à gagner. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas à cause de la règle de la prise en passant. On s'aperçoit tout de suite que les blancs ont un pion de moins ici, puisqu'ils n'ont que 2 pions opposés aux 3 pions noirs. Mais, grâce à la règle de la prise en passant, on pourrait présenter ça comme un problème en disant ici les blancs jouent égal. Ils peuvent jouer un coup très subtil qui leur permet de gagner. Alors, on va essayer de réfléchir à cette position. Déjà, on va essayer d'analyser le coup le plus logique, le coup qu'on aurait a priori envie de jouer si on ne connaît pas cette règle de la prise en passant, et on va voir qu'il marche. Alors, mettons-nous à la place des blancs. Ils vont se dire, bon, de ce côté-là, l'aile dame, comme on dit, les blancs sont en mauvaise posture. Ils ont un pion opposé à une phalange de 3 pions noirs. Donc, c'est sûr que ce pion, a priori, c'est pas lui qui va permettre aux blancs de gagner. En revanche, de l'autre côté, ils ont un pion passé. Le pion G5 qui n'a personne en face de lui pour, enfin pas de pion en face de lui en tout cas, pour l'empêcher d'arriver à dame. Donc le coup le plus logique paraîtrait d'être de pousser le pion en G6 en espérant, pourquoi pas, réussir à faire une promotion. Malheureusement, une analyse rapide nous permet de voir que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que pour l'instant, ce pion est bien bloqué par le roi noir, puis quand il ne bouge pas, le pion n'ira nulle part. Et en revanche, le 3 contre 1 des noirs de l'autre côté va être terrible pour les blancs. Ici, il suffit qu'ils décident de pousser un de leurs pions, soutenu par la chaîne de pions. Les blancs peuvent certes échanger, mais ça ne change pas grand-chose. Et après, les blancs sont en retard pour essayer d'arrêter ce pion. S'ils décident de s'accrocher à leur pion, par exemple, ce pion file à dame, et puis là, c'est beaucoup trop tard, on ne peut plus l'arrêter. Vous voyez, le pion se transforme immanquablement en dame. Donc, en sachant qu'il existe toujours un deuxième pion en réserve au cas où. Donc cette position a l'air très difficile pour les blancs. Mais en réalité, regardez bien ce qui va se passer. Si les blancs ici décident de ne pas toucher pour le moment au pion G, mais de jouer le coup très subtil B5, ce sont les noirs qui se trouvent en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'avec ce simple petit coup B5, alors c'est pas du tout un coup pour aller essayer de se transformer en dame, pour essayer de faire une promotion. Les blancs savent bien évidemment que le pion B ici n'ira nulle part. Hein. Il est parfaitement bloqué par le pion B6 des noirs qui ne bougera pas. Et donc ce pion ne va pas faire une dame. En revanche,
ce simple pion va bloquer à lui tout seul les 3 pions des noirs. Pourquoi? À cause de la prise en passant. Regardez bien. Le pion B6, bon, lui, il ne peut pas bouger. Hein. Facile, on sait qu'il n'a pas de pion. Si les noirs décidaient d'avancer l'un de leurs pions libres, le pion A ou le pion C, d'une case, eh bien, ce serait le cas de la catastrophe pour les noirs, parce qu'ils se feraient simplement prendre, et du coup, c'est les blancs qui iraient chercher une dame, que ce soit le pion A ou d'ailleurs le pion C, c'est pareil, hein, puisque le pion blanc serait très avancé et pourrait donc filer à dame. On pourrait penser, il suffit d'avancer de 2 cases et plus personne n'empêche les noirs d'aller faire la promotion. Mais, vous avez compris, avec la règle de la prise en passant, je prendrai en passant le pion A5 sur la case A6, et j'ai exactement la même situation que tout à l'heure avec un pion qui a un boulevard devant lui pour aller se promouvoir. Pareil, exactement de manière symétrique avec le pion C. Si les noirs décident de jouer C5, prise en passant, pion prend C6 en passant, et ça sera une dame. Alors du coup, que peuvent faire les noirs? Pas grand-chose, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas bouger leur pion, ils sont obligés d'attendre avec leur roi, par exemple roi F7, mais là, je peux progresser moi avec mon pion G, et à un moment, les noirs vont être obligés de toucher à leur pion. Regardez bien. Je joue les coups les plus logiques, roi F8, pion G7 échec, roi G8, et là, je peux me permettre de jouer roi G6. Position intéressante. Ici, le roi des noirs n'a aucun coup. En réalité, les noirs seraient ravis de ne pas avoir tous ces pions de l'autre côté de l'échiquier à l'aile dame, parce que ce serait patte. Le roi n'a pas fait. Mais malheureusement pour eux, les pions existent et ils sont donc obligés de les bouger. Et quel que soit le coup de pion qu'ils choisissent, ça va être la catastrophe pour eux à cause de la règle de la prise en passant. Les blancs prennent simplement en passant. Ça n'est toujours pas patte parce que les noirs ont des coups de pion. Et grâce à la prise en passant, j'arrive très largement le premier pour faire une dame. Et cette dame, en plus, fait échec et mat. Bon, voilà. Donc ici, là, vous avez un parfait exemple d'une situation où la règle de la prise en passant fait passer une position perdante à une position gagnante, simplement à cause de cette règle. Je vais vous proposer maintenant un deuxième exercice, un nouvel exercice qui traite toujours de cette question de la prise en passant. Alors cette position, c'est une nouvelle fois une finale, une fin de partie, mais avec plus de pièces que dans le diagramme précédent. Égalité matérielle. Cette fois-ci, les deux équipes ont exactement le même matériel, 2 tours, un fou et un pion pour chaque camp. Et on pourrait penser, a priori, que cette position devrait se finir en match nul. Il n'y a aucune raison qu'un des camps... Ici, c'est au blanc de jouer. Il faut préciser que c'est au blanc de jouer. Il n'y a aucune raison qu'un des camps ait vraiment l'avantage. Les pions, notamment, sont assez bloqués. Le pion noir n'est pas très avancé. Le pion blanc est vraiment bloqué. Ça devrait finir en match nul. Malgré tout, ici, les blancs, ils ont tendu un petit piège dans lequel les noirs sont tombés. Regardez bien, ils ont joué un coup assez logique, ils ont joué fou C2 échec pour essayer de débloquer leur pion et de placer leur coup sur une diagonale un peu plus offensive que la diagonale T1 H5. Bon. Ici, le bon coup pour les noirs aurait été de reculer, simplement de jouer roi G7, et là les noirs ont une position très solide, ce pion ne va nulle part, hein, il n'est pas très menaçant, et ça se serait certainement conclu par un match nul. Cela dit, les noirs ont fait une erreur. Peut-être ils ont été trop ambitieux, ils ont joué le coup suivant F5. L'idée, c'était d'utiliser leur pion F comme bouclier, en se disant, ce pion F5, il est très bien protégé, hein, il y a 3 pièces qui le défendent, donc il est imprenable. Et puis maintenant, les noirs ont aussi un pion passé, hein, il y a certains cas, bon, il faudra se débarrasser du clouage, mais il y a certains cas où ce pion peut peut-être devenir une menace, combiné peut-être à l'action du fou sur la grande diagonale, l'action de la tour sur la colonnage, peut-être les noirs rêvaient de monter une espèce d'attaque de maths qui aurait pu porter ses fruits. Ils ont malgré tout oublié un détail terrible qui leur fait perdre la partie. Dans cette position, c'est échec et mat en 2 ou 3 coups selon la variante, à cause de la règle, toujours pareil, de la prise en passant. Regardez bien, quand les noirs ont joué F5, ils sont passés par la case F6, case contrôlée par le pion des blancs. Alors ils ne s'y sont pas arrêtés, ils sont restés en F5, et en se disant, le pion F5, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le prendre en F5, mais on peut le prendre, ce pion. On peut le prendre en F6. Et c'est ce qu'ont fait les blancs, regardez bien, prise en passant, échec, et même double échec, échec avec la tour G1, et double échec avec le fou C2, qui fait une menace terrible sur le roi des noirs.
Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir parce que quand on prend une pièce sur une case où il n'y a personne, comme dans le cas de la prise en passant, ça ouvre parfois des lignes et des diagonales qu'on n'imagine pas qu'elles vont être ouvertes. Voilà. Et ici, très bizarrement, le roi des Noirs est dans un réseau de mainte. Il ne peut pas s'en sortir. Alors, il peut décider d'aller soit sur la case F7, soit quelque part, pas en H7 d'ailleurs, mais quelque part sur la colonne H. Mais dans les deux cas, il y a un échec et mat. S'il joue roi F7, on lui joue simplement tour G7, échec et mat. En fait, les pièces noires bloquent la fuite du roi des Noirs. Et s'il décide d'aller sur la colonne H, H6 ou H5, c'est pareil, eh ben, on construit une sorte de mat de l'escalier avec la tour F qui se déplace en H2, la tour H contrôle la colonne H, la tour G contrôle la colonne G, et c'est bon, alors il peut retarder d'un coup en jouant tour H3, je prends le fou, et là on a un mat de l'escalier qu'on a construit voilà, de manière classique. Tout ça grâce à la prise en passant. Ici, c'est cette possibilité que le pion G5 puisse prendre le pion F6 même après avoir joué F5 qui permet de réaliser cet échec et mat. Voilà, je vais vous proposer maintenant un dernier exercice, une position plus complexe de milieu de jeu, où une nouvelle fois, c'est la prise en passant. C'est la prise en passant qui va décider du résultat de la partie. Donc ce nouveau diagramme a l'air beaucoup plus complexe que les précédents dans la mesure où déjà il y a beaucoup plus de pièces sur l'échiquier. On s'aperçoit ici que le rapport matériel est légèrement déséquilibré. Bon, chaque camp a une dame, deux tours, une pièce mineure, donc un fou pour les blancs, un cavalier pour les noirs, 6 pions noirs contre 1, 2, 3, 4, 5, 8 pions blancs. Voilà. Donc il y a 2 pions de plus pour les blancs. Malgré tout, on sent que cette position, ça ne va pas se jouer forcément au nombre de pions parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air extrêmement compliquées, notamment les questions de sécurité du roi. Ici, il faut savoir que c'est aux noirs de jouer. Et les noirs forcent un échec et mat. Ici, je crois que cet échec et mat en 3 coups, de manière forcée. Et le thème de la prise en passant va jouer un rôle central. Alors, avant d'essayer de chercher les coups, on va essayer de comprendre un peu précisément ce qui se passe. Et on s'aperçoit que les pièces, il y a beaucoup de pièces placées dans des positions assez étranges. Alors, chez les noirs, on va commencer par ce qu'il y a de pas terrible chez les noirs. Ce cavalier B7 est clairement mal placé. Bon, d'une part, il participe pas du tout à l'attaque du roi blanc ou à la défense du roi noir. Hein, il n'a rien à faire de ce côté-là de l'échiquier. En plus, il est cloué. S'il venait à bouger, la tour B6 prendrait la tour B8, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Voilà, il est mal placé. En revanche, la dame est très bien placée en plein cœur de la position blanche avec des menaces. Par exemple, elle menace le fou A1. On pourrait même le prendre directement d'ailleurs dans cette position. Ça serait une erreur, on essaiera de comprendre pourquoi peut-être, mais elle pourrait le faire. Voilà. Et il y a une pièce placée aussi de manière étrange chez les blancs, c'est cette tour H2. Cette tour H2 qui a l'air un petit peu hors jeu, c'est un petit peu hors sujet, on dirait, cette position de la tour. Bon, malgré tout, les noirs vont essayer de monter une attaque et on voit directement une cible. Hein, les joueurs un petit peu expérimentés pourraient tout de suite remarquer qu'il y a un pion dans le complexe, dans la chaîne de pions des blancs, il y a un pion qui a l'air beaucoup plus vulnérable que les autres, c'est le pion F2. Alors c'est pour 2 raisons. D'une part, c'est la base de la chaîne. Ça, c'est une règle aux échecs. Quand vous voyez une longue chaîne de pions comme ça, on dit qu'une chaîne de pions est vulnérable à sa base, ce qui est logique parce que chaque maillon défend le maillon qui le suit. Et c'est que le premier maillon qui n'est pas défendu. Le pion C5 est défendu par le pion D4, qui est défendu par le pion E3, qui est défendu par le pion F2, qui n'est pas défendu par un pion. Pareil pour le pion H4, qui est défendu par le pion G3, etc. Donc, la cible, normalement, d'une chaîne de pions, c'est la base. Et ça tombe bien parce que c'est le pion que la dame a. Voilà. Alors, oui, accessoirement, je voulais vous dire, ceux qui me pensaient jouer ici, dame prend 1, c'est un coup qui serait certainement une erreur, parce que ce fou n'est pas menaçant, on sent que c'est plutôt du côté du roi qu'il faut se tourner, et en plus, là, on tomberait d'une certaine manière dans un piège, puisque la dame en 1, on s'aperçoit qu'elle n'a pas beaucoup de cases, et qu'il suffirait maintenant de jouer tour H1 pour l'enfermer. Regardez, la tour attaque la dame, qui doit s'enfuir, mais qui ne peut pas. La case B2 est contrôlée par les blancs, ainsi que la case C3. Bien sûr, si elle prend le pion, elle se fait reprendre. Si elle prend le pion A2, elle se fait également reprendre. Donc la dame est enfermée. Donc ici, il ne faut certainement pas aller chercher le fou 1. Il faut essayer de taper sur le pion F2, qui est le point faible de la position des blancs, et qui est assez difficile à défendre. Alors,
cela étant dit, quelles pièces les noirs peuvent-ils utiliser pour essayer de viser ce pion F2? Eh bien, les tours qui sont bien placées là, l'une sur la 8e rangée, l'autre sur la 7e rangée, qui peuvent même se placer en batterie pour pilonner le pion F2. On s'aperçoit que si une tour réussit à débarquer en F2, c'est échec et mat. Une sorte de mat de l'escalier un peu arrangé, mais c'est échec et mat. Donc la menace est dramatique pour les blancs. Imaginons que les blancs commencent par le coup tour F8. Coup très logique qui menace tour prend F2. Par exemple, bon, si les blancs ignorent la menace, par exemple, décident de pousser leur pion passé, bah, on jouerait simplement échec et mat. Le roi ne peut pas reprendre la tour soutenue par la dame. Le pion, ici le pion G4, contrôle les issues, c'est échec et mat. Donc les blancs, doivent absolument défendre leur pion F2. Ils peuvent le faire par la case B2, soit avec la dame, soit avec la tour. C'est pareil. Imaginons qu'ils passent leur tour. Et bien, on rajoute une attaque. On joue tour G F7. Maintenant, si on compte le nombre de pièces qui menacent le pion F2, 1, 2 et 3. Par transparence, un peu par rayon X à travers son autre tour, la tour F8 attaque bien la tour F2. Combien de pièces blanches défendent-elles ce pion F2? Ben, il n'y en a que 2. Il y a le roi lui-même en G2, la tour en B2, mais pas les autres. Et les autres n'arrivent pas. Les autres n'arrivent pas à participer à la défense du pion F2. La tour H2 n'a pas de circuit direct. Le fou 1 est complètement enfermé et la dame A3, mal placée aussi, ne peut pas participer à la défense. Alors, on pourrait se dire, eh ben, c'est pas très grave, parce que ce pion, il suffit de l'avancer et les problèmes sont réglés. Ici, si les blancs jouent F4, ce pion très faible en F2 devient un pion très fort en F4, soutenu des deux côtés par ces pions, annihilant l'attaque des tours qui taperaient sur un mur de béton, et du coup, la position change du tout au tout. On pourrait penser que les blancs, maintenant, prennent l'initiative, d'autant que même le pion E3, à la base de la chaîne, ça tombe bien, c'est défendu par la dame A3, donc il n'est pas prenable. Là, on a l'impression que l'attaque des noirs a été repoussée. Et que, à terme, peut-être, eh ben, ce petit pion A4 qui, pour l'instant, n'a pas l'air très dangereux, un jour ou l'autre, peut-être, pourra-t-il essayer d'aller se promouvoir. En réalité, F4 perd tout de suite, c'est mat en main pour les noirs. Voilà. Grâce à la règle de la prise en passant. Donc ici, sans cette règle, les blancs n'auraient pas de problème. Avec cette règle, ils sont échecs et mat en main. Regardez bien, le pion F2 est arrivé en F4, certes, mais il est passé par la case F3. J'ai donc la possibilité de jouer pion E4 prend F3 en passant, échec et mat. Pourquoi? Le roi est attaqué par un pion qui est défendu, donc qui n'est pas prenable. La case H3 est interdite à cause du pion G4, la case F2 interdite à cause de la dame, et la première rangée est aussi contrôlée par la dame noire. Donc cet échec et mat, ici les blancs n'ont aucune solution. Soit ils jouent F4 et ils sont mat à cause de la prise en passant, soit ils jouent n'importe quel autre coup dans cette position, peu importe, on peut jouer dame B3, et la prise en F2 conduit au mat. Échec, la tour est obligée de reprendre, et la tour F8 vient suppléer sa camarade pour prendre la tour F2, et cet échec est mat. Donc une nouvelle fois, vous voyez que, en fait, là, cette prise en passant, elle enlève aux blancs une ressource défensive qui leur aurait été indispensable. Voilà, cette ressource défensive d'avancer le pion attaqué pour le soutenir, ça leur était indispensable pour s'en sortir, et à cause de la prise en passant, ils n'ont pas cette ressource, et ils perdent donc la partie à cause de ça. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien compris à la fois les règles, qui sont pas très compliquées, mais c'est bien de les connaître, parce que ça peut arriver, à la fois pour vous, de votre côté, être capable de placer au bon moment une prise en passant, ou au contraire, pour ne pas être surpris si votre adversaire vous place une prise en passant, ça peut changer le résultat d'une partie. Donc c'est bien de connaître cette règle, et comme ça, vous connaissez parfaitement toutes les règles, même les plus subtiles et les plus cachées, du jeu d'échecs. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.